Bienvenue sur Cardio Online pour cet atelier pratique qui est consacré à la gestion, la prise en charge du traitement anticoagulant chez les personnes fragiles. Je suis François Diévard, cardiologue à Dunkerque, et pour cette émission, j'ai le plaisir d'être avec le professeur Olivier Hanon, cardiogériatre à Paris, et le professeur Vincent Hainaut, néphrologue et thérapeute au CHU de Nice. Sur cette diapositive, vous pouvez voir nos liens d'intérêt respectifs. Durant les 45 minutes à venir, nous allons discuter de l'évaluation de la fragilité chez le patient âgé et du rapport bénéfice-risque des anticoagulants oraux directs dans ce contexte. Nous allons voir comment il faut intégrer les différents paramètres de la fonction rénale à l'instauration et au suivi du traitement pour adapter la dose de l'anticoagulant oral direct. Donc, les objectifs très simples de cet atelier sont de discuter de l'évaluation de la fragilité. Comment l'évalue-t-on? Est-ce que les AOD sont bénéfiques ou sont à risque chez les patients fragiles? Et surtout, est-ce que la fonction rénale est un critère qui doit orienter le traitement? Pour débuter cet atelier, nous allons partir d'un élément simple qui est un cas clinique. Donc, c'est une consultation de cardiologie standard. Monsieur VE, qui a 85 ans, consulte accompagné de sa fille parce qu'il a une dyspnée d'effort. Comme facteur de risque, il a une hypertension artérielle qui est traitée par un IEC et des diurétiques. Il a une dyslipidémie, il a un diabète de type 2. Comme antécédent, il a eu une décompensation cardiaque et il a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et il a une dépression qui est traitée par des inhibiteurs de la recapture à la sérotonine. Monsieur VE vit seul à son domicile et il reçoit régulièrement les visites de sa fille. Il a quelques troubles de mémoire. Il a fait, il y a 15 jours, une chute qui est non traumatique dans des circonstances qui sont mal expliquées. À l'examen clinique, les bruits du cœur sont irréguliers. Il n'y a pas de signe objectif d'insuffisance cardiaque. Et à l'électrocardiogramme, confirme la suspicion clinique. Il y a une fibrillation atriale qui n'est ni rapide ni lente avec des atypies de repolarisation. Il est évident chez ce patient qu'il y a une indication à un traitement anticoagulant. Son SHATS2 est égal à 5, vous le voyez en gras. Le C pour insuffisance cardiaque, le H pour hypertension, les 2 points pour l'âge supérieur à 75 ans et on a dit qu'il avait un diabète. Son risque annuel d'AVC est donc très important, il est entre 6,5 et 7%. Et si on reprend avec les éléments à notre disposition lors de cette consultation, les éléments du score de risque hémorragique ASBLED, il est égal à 2, hypertension et âge, et donc ce risque est estimé comme faible. Et en théorie, le traitement anticoagulant chez ce patient est indiqué avec un risque faible. Mais il a 85 ans, il a fait une chute, il a des troubles de mémoire. Avant de prescrire un anticoagulant, quels éléments de fragilité faut-il rechercher? Olivier Hanon, chez ce patient, qu'est-ce que vous feriez pour évaluer la fragilité? Bonsoir à tous. Effectivement, ce patient, comme on en voit de plus en plus, puisque vous savez qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, les patients de plus de 80 ans en France, ça va être ils vont être 3 fois plus nombreux en 2050. Donc, on va en prendre en charge en cardiologie de façon de plus en plus importante. Et donc, il est âgé, il vit seul, il est tombé, il a des troubles de mémoire. Donc, il faut avoir un score pour évaluer la fragilité. Alors, François nous a parlé des scores de risque SHATVASC, ASBLED, qui sont des scores de risque hémorragiques, ischémiques. Eh bien, il existe maintenant un score de risque de fragilité qu'on a publié, qui est le score de la règle des 5 C. Alors, vous voyez sur la diapositive, ces 5 mots qui commencent par la lettre C, qu'il va falloir systématiquement rechercher chez les personnes âgées, non pas pour contre-indiquer l'anticoagulation, puisque chez ce patient, l'anticoagulant est indiqué, mais pour sécuriser, optimiser au maximum l'anticoagulation et minimiser le risque hémorragique. Donc, le premier C, c'est la cognition, les troubles cognitifs. Il y a des petits troubles de mémoire, donc il va falloir les évaluer. Il a fait une chute, donc la chute est un élément majeur de l'évaluation de la fragilité. Les comédications, on va voir les médicaments qu'il prend, et notamment ici, c'est les IRS qui vont être à discuter. Le C, on pourrait mettre la clairance ou le Cockcroft. Vincent Hainaut nous en parlera tout à l'heure.
Et le dernier C, qui est quelque chose de très important chez les patients âgés. Alors, on a mis cachexie pour faire C, en fait, c'est plutôt dénutrition. Notamment, il y a un sous-risque hémorragique quand on est dénutri. Alors, si on regarde diapositive suivante, à quoi ça va nous servir? Tout ça va nous servir, cette règle des 4 C, c'est s'il y a un problème à optimiser l'anticoagulation. Vous voyez que si on met en évidence des troubles cognitifs chez ce patient qui vit seul, il va falloir sécuriser la prise des médicaments, soit un pilulier, soit la fille, soit une infirmière, soit un mélange de passages pour être certain que le patient n'oubliera pas ses médicaments. Le risque de chute, il va falloir mettre en place éventuellement de la kiné. La APA, c'est de l'activité physique adaptée. Et puis, il y a un traitement très simple, c'est donner de la vitamine D. Vous donnez de la vitamine D, vous améliorez la sarcopénie, la masse musculaire, et vous réduisez de 20% le risque de chute. Aucun risque à donner de la vitamine D, au contraire. L'écomédication, en cardiologie, on connaît bien rediscuter s'il y avait eu l'aspirine, ce qui n'est pas le cas ici. On n'aime pas donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et les IRS font partie, les sérotoninergiques augmentent un petit peu le risque hémorragique, puisque la sérotonine a une activité anti-agrégante plaquettaire. Donc, il existe d'autres antidépresseurs non sérotoninergiques que l'on va préférer. Pour la fonction rénale, je laisserai le professeur Hainaut, mais je peux vous donner un truc. Si vous avez un souci avec la fonction rénale, vous faites le 06 03 73, et puis je vais m'arrêter là. Et puis en cas de dénutrition, on en parlera tout à l'heure, mais il y a un moyen très simple. Le CNO n'est pas le Conseil national de l'ordre, mais ce sont les compléments nutritionnels oraux. Et vous donnez des compléments nutritionnels oraux. Des études ont démontré une réduction de 30% de la mortalité et réduction du risque hémorragique sous anticoagulant. Suivante. Alors, cette évaluation gériatrique, vous voyez qu'elle est maintenant dans le nouveau guide pratique de l'EHRA, qui vient d'être publié tout récemment. Et vous voyez très clairement écrit qu'il faut cette évaluation gériatrique chez les patients âgés fragiles. Et puis en plus, on est assez fiers, puisqu'ils ont mis une autre référence dans le guide de l'ESC. Alors effectivement, il faut tenir compte de la fonction rénale, qui est un critère majeur pour adapter les doses de tous les médicaments, en particulier des anticoagulants. Alors je vous rappelle que cet homme a 85 ans, qu'il pèse 65 kilos, qu'il a une créatinine à 120 micromoles par litre, donc ça fait à peu près 13,5 mg pour ceux qui préfèrent les milligrammes. Et donc, si vous calculez avec les formules que vous connaissez bien, le débit de filtration glomérulaire, en MDRD, ça lui fait 50, en CKD-IP, ça lui fait 47. Mais il faut absolument utiliser le Cockcroft parce qu'en fait, chez ce sujet de petit poids corporel, le Cockcroft est la seule formule qui intègre en fait le poids et qui donc intègre le volume de distribution des médicaments. C'est extrêmement important. Bien sûr que le MDRD, le CKD-EPI, c'est ce qu'il y a de mieux pour savoir si votre malade a ou pas une maladie rénale et quelle est l'importance de cette maladie rénale, puisque c'est ce qu'il y a de plus précis en termes d'évaluation. Mais MDRD et CKD-EPI vous donnent des valeurs indexées pour une surface corporelle théorique de 1,73 m², donc quelqu'un de corpulence finalement moyenne, alors qu'à 65 kg, sa corpulence est bien inférieure à cette surface corporelle. Et donc, seul le Cockcroft va vous montrer qu'en fait, dans ce petit bonhomme, avec un petit volume de distribution, il faut adapter la dose de vos anticoagulants avec ce 37 de Cockcroft. Moi d'ailleurs, Vincent, j'ajouterais que c'est encore plus marquant chez les femmes. Parce que chez les femmes où le poids est souvent plus faible, la différence entre MDRD, CKD-EPI et le Cockcroft est très très importante. Et donc, il ne faut vraiment pas se faire avoir et effectivement utiliser le Cockcroft pour la dose et la posologie d'anticoagulants. D'ailleurs, on reviendra un peu tout à l'heure là-dessus. Le Cockcroft est aussi un intégrateur de fonction rénale et de dénutrition, puisque finalement, si vous êtes dénutri, vous avez un poids plus faible, votre Cockcroft sera plus péjoratif, ça vous rendra plus prudent, et tant mieux, parce que la dénutrition est un facteur de risque aussi de surdosage des traitements anticoagulants, on va y revenir. Alors, si on regarde donc ce patient, est-ce qu'on lui met des anticoagulants? François nous avait montré son risque ischémique, son risque hémorragique. Et de façon générale, vous voyez que là, vous avez les recommandations de la Société française de gériatrie qu'on a publiées fin de l'année 2019. Et très clairement, vous voyez que chez les patients maintenant, depuis 75 ans,
il est en fibrillation atriale. Le traitement de référence, c'est l'anticoagulant. Et vous voyez qu'on ne parle plus d'aspirine. Rappelez-vous quand même qu'il y a quelques années, sujet âgé, on disait aspirine. Ça a complètement disparu. Maintenant, c'est traitement anticoagulant. Et le plus souvent, le risque ischémique est supérieur au risque hémorragique. Et donc, on va donner le traitement anticoagulant et on va essayer de sécuriser au maximum avec notre fameuse règle des 5 C pour réduire ce risque hémorragique. Suivante. Alors, quel anticoagulant donner? Là encore, les gériatres se sont mouillés dans nos recommandations, puisque vous voyez, alors qu'au début, on se disait les AOD chez les gens âgés, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Là, non seulement on peut le faire, mais là, on a écrit, c'est la recommandation numéro 2, qu'il convient de préférer les AOD aux AVK chez les patients âgés de plus de 75 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'on a donné ces recommandations suivantes? On a donné des études randomisées. Vous voyez, 28 000 personnes de plus de 75 ans ont été incluses dans des essais randomisés pour recevoir soit un AOD, soit un AVK. Il y a très peu de médicaments chez des gens de plus de 75 ans qui ont été évalués chez autant de patients, 28 000 personnes. Par exemple, dans l'insuffisance cardiaque, on n'a pas ces données avec les médicaments d'insuffisance cardiaque. Et juste une question, parce qu'elle est posée, c'est jusqu'à quel âge peut-on prescrire des anticoagulants dans le cas de figure qui nous concerne? Alors, à titre indicatif, et c'est juste pour l'anecdote, j'ai 2 patients qui ont plus de 100 ans et qui sont sous anticoagulants. Mais alors, en fait, l'âge en lui-même, il n'y a pas de contre-indication. Après, comme Vincent nous l'a dit, dans la formule de Cockcroft, 140 moins l'âge. Donc, si on est en dessous de 30, il faut faire très attention de 30 de Cockcroft à la prescription. Et en dessous de 15, c'est contre-indiqué. Et donc, pour des patients très âgés, très maigres, on peut arriver en dessous de 15 et là, il y a une contre-indication. Mais ce n'est pas sur l'âge qu'il y aura une contre-indication sur l'âge. Et l'autre question, c'est cette diapositive est bien sûr de la science, c'est une méta-analyse et ce sont des patients dans des essais thérapeutiques contrôlés. Mais qu'en est-il dans les registres, entre guillemets, dans la vraie vie, quand on regarde ce qu'il se passe? Alors, le résultat de la méta-analyse juste avant, c'est quand même de façon très spectaculaire. Le risque d'hémorragie cérébrale réduit de 50%. Or, la complication que je crains chez un patient de 80 ans, 85 ans, c'est l'hémorragie cérébrale. Alors, effectivement, on a des données de la vraie vie, et notamment des données françaises, l'étude Naxos, qui est une étude qui a été demandée par la HAS pour évaluer les AOD à partir du PMSI, ce qu'on appelle du SNDS, donc les données du système de l'assurance maladie. Vous voyez, il y a 300 000 personnes. Donc là, ils ne sont pas du tout choisis sur des critères d'inclusion ou d'exclusion. C'est tous les Français qui ont reçu un anticoagulant en initiation de traitement entre janvier 2014 et décembre 2016. 300 000 personnes, il y en a 100 000 de plus de 80 ans. Donc, c'est énorme. Et quand on regarde les résultats, en vraie vie, on a exactement on a exactement les mêmes résultats que dans la méta-analyse, c'est-à-dire que sur la sécurité, notamment les hémorragies cérébrales, mais sur les hémorragies majeures, si on regarde AOD versus AVK, ici notamment apixaban versus AVK, on a un bénéfice aussi bien en sécurité qu'en efficacité. Si on regarde l'efficacité, elle est à peu près similaire pour les 3 AOD, puisque là, il y a aussi une comparaison des AOD entre eux. Et si on regarde la sécurité, c'est avec l'apixaban qu'on observe le moins d'hémorragie majeure en comparaison au rivaroxaban et au dabigatran. Donc, dans la vraie vie, on retrouve moins d'hémorragie majeure, d'hémorragie cérébrale sous AOD que sous AVK. Les différences entre classes, vous savez qu'on est sur des études observationnelles, et donc pour les confirmer, il faudrait une étude comparant les AOD entre eux, une étude randomisée, pour confirmer ce signal en faveur de l'apixaban par rapport aux autres. Vincent, concernant la dose, on a donc un monsieur de 85 ans, 65 ans, une créatine 120, donc un petit peu limite pour la fonction rénale. On peut donner 3 AOD en France. Quelle dose va-t-on pouvoir donner? Donc, on vous laisse regarder les différentes possibilités. Pour chaque AOD, il y a soit la dose standard, soit la dose ajustée. C'est pas si intuitif que ça. En fait,
le dabigatran, vous voyez que si vous avez donc un Cockcroft entre 30 et 50, hein, je vous rappelle que notre patient a 37 de Cockcroft, eh bien, en fait, la dose qu'il faut utiliser de Dabi, c'est la dose usuelle, 150 fois 2, ce qui est très contre-intuitif, hein, puisque le dabigatran a une élimination rénale prédominante, mais malgré ça, on va revenir dessus, il faut utiliser la pleine dose, sauf dans certains cas particuliers, et en particulier chez les sujets âgés depuis 75 ans, où là, il faudra diminuer à 110 fois 2. Donc là, ici, si ce patient doit recevoir dans le cas particulier 110 fois 2, ça n'est pas à cause de son Cockcroft, c'est à cause de son âge supérieur à 75 ans. Pour le Rivaro, il faut adapter à 15. Et pour l'apixaban, vous voyez que vous n'avez finalement qu'un seul critère parmi ces trois. Vous n'avez que l'âge supérieur à 80 ans, puisque votre patient fait 65 kilos et a une créate à 120, donc il n'a qu'un seul critère, il doit donc recevoir la pleine dose d'apixaban 5 fois 2. Et c'est très important que ces patients ne soient pas sous-dosés en apixaban. Certaines études suggèrent que si vous sous-dosez en apixaban, eh bien vous perdez en termes d'efficacité et vous avez vraiment une incidence d'accident thromboembolique beaucoup plus importante. Donc, la diapo suivante. Je reviens donc sur cette notion très contre-intuitive. Pourquoi donc la FDA recommande la dose usuelle de dabigatran, même si votre malade donc, a une maladie rénale chronique stade 3, donc un Cockcroft entre 30 et 50. Eh bien, pourquoi? Parce que dans l'étude Relay, l'étude pivot avec le dabigatran, les patients ont été randomisés quel que soit leur niveau de risque, leur âge, leur fonction rénale, quel que soit leur niveau de risque, ils ont été randomisés en trois bras, 150 fois 2, 110 fois 2 et avec un. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce que pour cette antithrombine, on n'avait pas de notion de dose-effet très claire, de concentration sanguine associée à un effet. Et donc, c'était vraiment le premier de la classe. C'est pas comme un anti-DISA où on sait dans quelle fourchette thérapeutique il faut être. Eh bien, on a testé différentes doses et c'est sur des critères cliniques qu'on allait chercher a posteriori qui bénéficie de quelle dose. Et vous voyez que ces patients qui ont une insuffisance rénale, eh bien, ils bénéficient de la pleine dose, 150 fois 2, avec, vous voyez, 2 fois moins d'accidents thromboemboliques qu'avec la dose plus faible. Et alors qu'ils ne saignent pas plus, vous voyez, ils saignent même plutôt un petit peu moins, ce n'est pas statistiquement significatif, mais il n'y a aucun signal pour qu'ils saignent plus avec la dose usuelle, malgré leur insuffisance rénale. Alors, et pourtant, je vous ai bien dit que du fait de l'altération de la fonction rénale, il y a une accumulation très importante. On a dosé le DABI chez ces patients et les taux sanguins sont multipliés par 2 à 3 s'ils ont une insuffisance rénale par rapport aux patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Donc, ça veut dire que donc, la fourchette thérapeutique est extrêmement large avec le DABI et donc vous avez l'efficacité à 150 fois 2 et vous ne saignez pas plus. Sauf que vous avez aussi dans l'étude Relay des sujets âgés et quand on regarde le sous-groupe des sujets âgés de plus de 75 ans, eh bien là, le bénéfice de la dose de 150 fois 2 par rapport à la dose de 110 fois 2 devient marginal. Vous voyez, 1,4 par rapport à 1,9. C'est statistiquement significatif, mais pas cliniquement très pertinent, alors qu'il saigne plus avec la forte dose, 5,1 versus 4,4. Vous voyez, il saigne plus et donc ça devient inacceptable. Donc c'est pour ça que si vous avez une altération de la fonction rénale modérée, donc un Cockcroft entre 30 et 50, c'est la pleine dose de DABI 150 fois 2, sauf si vous avez un âge supérieur à 75 ans, et là, vous recevez que 110 fois 2. Diapo suivante. Et donc, les bonnes réponses, c'était pleine dose d'API, diminution des doses de Rivaro et diminution des doses de DABI, non pas du fait de la fonction rénale, mais de l'âge. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas, alors que souvent on dit chez les patients âgés, je mets la petite dose, en fait, ce n'est pas systématique. Il faut vraiment, en fonction de l'AOD, voir quelle dose on va mettre et choisir la dose qui va être efficace. Est-ce qu'on peut revenir 2 diapositives en arrière, s'il vous plaît? Ici, il est marqué que quand le Cockcroft est en dessous de 15, en France, le dabigatran est contre-indiqué. Donc, Vincent, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire dans ce cas-là? Prendre un des 2 autres AOD ou un AVK? Alors, là, on manque d'études randomisées pour répondre à cette question. On a des études, par contre, de vraie vie. Et on a des études même avec l'apixaban jusqu'en dialyse aux États-Unis. Et donc, on se rend compte qu'en fait, on a une excellente sécurité d'emploi de l'apixaban qui reste supérieure, probablement, parce que là, ce n'est pas des études randomisées, mais supérieure aux AVK, donc entre 15 et 30,
avec API de 5x2. J'en dirai pas autant avec le Rivaro. Je reviendrai un petit peu sur quelques petits problèmes pharmacologiques avec le Rivaro qui doivent rendre particulièrement prudent dans son utilisation, particulièrement chez les sujets fragiles. Et puis la dose de 75x2, on n'en dispose pas dans cette indication-là en France, donc on ne peut pas recommander le DABI en dessous de 32 DFG. Donc, ce patient qui aura un de ces 3 traitements à l'issue de la consultation, on a vu qu'il avait dans le cas clinique quelques troubles de mémoire, qu'il a fait une chute. Comment peut-on être sûr que ce traitement sera adapté, bien suivi? Comment faire pour sécuriser la prise du traitement? Olivier. Alors, je vous ai dit, il faut faire la règle des 5 C. Alors ensuite, je suis cardiologue, je ne sais pas forcément comment je vais évaluer tous ces troubles-là. Alors, la cognition, c'est que normalement, les recommandations au début, c'était de faire un test qui s'appelle le MMS, qui est long et qui en fait est jamais vraiment fait de façon courante. Donc, on a développé des nouveaux tests beaucoup plus courts, des tests de screening. Et celui qui est maintenant recommandé par la HAS, c'est le test du MIS, où vous voyez que vous avez 4 mots qui sont, il faut les avoir écrits déjà sur une feuille imprimée que vous montrez au patient et vous lui dites de se rappeler de ces 4 mots que vous allez lui redemander 10 minutes plus tard. 10 minutes plus tard, vous redemandez les mots. S'il oublie un des mots, vous avez le droit de l'aider, donner un indice, de l'indice, ce qu'on appelle l'indissage. Par exemple, s'il a oublié le poisson, vous lui dites, si vous dit le poisson, vous dites qu'il y avait un poisson. Et alors là, s'il vous dit le merlan, c'est parfait. Si par contre, il vous dit le thon, c'est pas bon. Et donc, vous voyez que si au bout de 10 minutes, il oublie un mot sur 4, malgré l'indice, eh bien, vous pouvez être sûr qu'il va avoir des troubles de mémoire et qu'il va falloir sécuriser la prise des médicaments. Il risque de faire des bêtises, soit prendre double dose, soit d'oublier les doses. Donc, vous voyez, très simple, ça prend 1 minute de demander et de redemander 10 minutes après les 4 mots. Second point, c'est le risque de chute. Suivante. Alors, pour évaluer le risque de chute, et vous voyez là, là aussi, c'est tout récent, c'est les recos de l'HRA. Vous voyez la chute qui pose souvent problème. Eh bien, il écrit en grand que la chute par elle-même n'est pas une contre-indication à l'utilisation des anticoagulants. Il va falloir retrouver pourquoi les causes de la chute et réduire ce risque de chute, mais le patient bénéficie toujours de l'anticoagulation par rapport à pas d'anticoagulation, surtout si on a une cause curable de la chute. Et donc là, vous avez des petits tests qui peuvent vous permettre d'évaluer le risque de chute. Vous voyez que vous avez un test qui est proposé. Vous avez plusieurs items. Alors, est-ce que je suis déjà tombé? Est-ce que je prends plus que 4 médicaments? Est-ce que je prends des psychotropes? La benzodiazépine, première cause de chute chez le patient âgé. Est-ce que j'ai trouble de vue? Et puis des petits tests. Est-ce que je peux rester 10 secondes sur une jambe? Est-ce que je peux me lever de ma chaise sans m'aider des bras en moins de 12 secondes? Et vous voyez qu'ensuite, si j'ai 0 ou 1, j'ai 7% de risque de chute. Si j'ai 6 items, j'ai 50% de risque de chute. Et là, c'est pour essayer de réduire ce risque de chute. Vous voyez que si je prends des benzos, on va essayer de mettre autre chose. Si j'ai des troubles musculaires, je vais faire l'activité physique, je vais prendre de la vitamine D. Si j'ai des troubles visuels, voir l'ophtalmo. Enfin, essayer de réduire ce risque de chute. Suivante. Si j'ai un chuteur, quel anticoagulant je vais donner? Dans les essais randomisés, ici l'étude Engage, comparée aux AOD, comparé aux AVK, il y a moins d'hémorragie cérébrale, on retrouve toujours le même résultat, moins d'hémorragie cérébrale chez les shooters sous AOD que sous AVK. Suivante, dans la vraie vie, on a là aussi exactement les mêmes résultats. Vous voyez que là, c'est une grande étude au Danemark où ils ont pris tous les hématomes sous-duraux du Danemark. On regarde le risque de chute, le risque d'hématome sous-dural quand je suis tombé, sous AOD. Sous AVK, c'est multiplié par 3,6. Sous AOD, c'est multiplié par 1,5. Donc, vous voyez, on a toujours 50% de risque d'hémorragie en moins. Ce n'est pas zéro, bien sûr, sous anticoagulant, mais 50% de moins sous AOD d'hémorragie cérébrale, d'hématomes sous-duraux chez les shooters, sous AOD que sous AVK. Dernier point, c'est la comédication. Donc, les patients âgés en France prennent en moyenne 7 médicaments par jour. C'est beaucoup, 7 médicaments par jour. On sait la difficulté avec les AVK, les interactions médicamenteuses. Et on a la confirmation dans les essais randomisés. Ici, c'est Aristotle
apixaban versus varfarine, vous avez le nombre de médicaments et vous voyez que même chez les gens qui prennent beaucoup de médicaments, entre 6 et 9 médicaments par jour, eh bien vous avez toujours le même résultat, moins d'hémorragie sous AOD que sous AVK. Donc finalement, vous voyez que chez les plus fragiles, hein, les shooters, l'AOD fait mieux, les comédiqués, l'AOD fait mieux. Donc on a des données maintenant très claires pour dire que chez ces patients âgés fragiles, eh bien, on va avoir un bénéfice sur la sécurité avec l'AOD par rapport à l'AVK. Olivier, une question posée par les spectateurs. Est-ce que le test MIS doit être fait relativement systématiquement chez les patients âgés? On va mettre par exemple au-delà de 80 ans, ou est-ce qu'il y a des éléments qui doivent orienter vers le fait qu'il faut le faire ou pas? Non, je pense que c'est un bon test de screening qu'il faut faire systématiquement. On se fait des fois avoir par nos patients qu'on connaît depuis 10 ans, 20 ans, et on ne les voit pas vraiment vieillir. Et on ne se pose pas forcément la question de l'observance thérapeutique et des troubles cognitifs qui vont arriver. Vous savez que les patients FA ont 2 fois plus de risques de faire des troubles cognitifs que les patients qui n'ont pas de FA. Donc, une population à risque, ça vaut le coup de poser une question. On leur dit que la FA peut donner des troubles de mémoire, qu'on fait un tout petit test de screening très simple. Je vous montre les 4 mots, je finis ma consultation et à la fin de la consultation, je leur redemande les 4 mots. Il faut bien les prévenir qu'on va leur redemander, parce que si on leur montre et qu'on leur dit rien, là, ils peuvent l'avoir oublié, bien sûr. Merci Olivier. Donc tous ces résultats sont beaux, ce sont des résultats moyens dans des populations d'un certain âge ou fragiles, mais ces patients ont aussi une altération de la fonction rénale. Est-ce que tous ces effets favorables des AOD se rencontrent en cas d'altération de la fonction rénale aussi? Qu'en est-il, Vincent Hainaut? Effectivement, ajouter l'insuffisance rénale à toutes ces fragilités, c'est synergie les fragilités. Alors, ça dépend en fait des AOD. Là, vous voyez que dans l'étude RELY, quand le Cockcroft baisse, on voit des différents sous-groupes de Cockcroft, eh bien, vous voyez que vous avez une impression visuelle pour que le bénéfice du dabigatran, en particulier à la dose de 150, soit de plus en plus important. Mais en fait, vous voyez que le P du test d'interaction, le P est à 0,54. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'impact de l'insuffisance rénale sur l'efficacité du dabigatran, même si de façon visuelle, vous avez plutôt l'impression que plus la fonction rénale est dégradée, finalement, plus c'est efficace. En tout cas, ça ne va pas dans le mauvais sens, mais le test d'interaction est négatif. La diapo suivante, pour le Rivaro, en fait, c'est la même non-supériorité, quel que soit le niveau de fonction rénale. Le Rivaro, vous savez, n'est pas supérieur aux AVK ni en termes de risque de prévention des accidents thrombemboliques, donc en termes d'efficacité, ni en termes de sécurité d'emploi, puisqu'il n'y a pas moins d'hémorragie sous Rivaro que sous AVK, et cela, quel que soit le niveau de fonction rénale. La diapo suivante. Par contre, il y a une petite particularité avec l'API. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas en fait d'interaction entre fonction rénale et efficacité, donc sur le risque thromboembolique dans la partie supérieure de la diapo. Dans la partie inférieure de la diapo, vous voyez qu'en termes de risque hémorragique, plus le Cockcroft est altéré, plus finalement le bénéfice de l'API par rapport aux AVK est important. Et vous voyez que là, le P par contre d'interaction est significatif à 0,03. On peut donc affirmer que ceux qui bénéficient le plus de l'apixaban en termes de sécurité par rapport aux AVK, c'est les fonctions rénales les plus perturbées. Et diapo suivante, on a une analyse post-hoc extrêmement intéressante. En fait, dans Aristotle, l'étude pivot de l'apixaban versus AVK, il y a beaucoup, la majorité des patients, en fait, ont reçu la pleine dose, API 5 x 2, parce qu'ils n'avaient qu'un seul critère parmi les 3 pour ajuster la fonction rénale à la baisse. Et donc, vous avez finalement des patients qui n'ont que l'insuffisance rénale. Et vous voyez que jusqu'à des DFG, dans la partie droite de la diapo, jusqu'à des DFG de 30, ils doivent recevoir apixaban 5 x 2. Et vous voyez que c'est justement les patients qui ont les fonctions rénales les plus perturbées qui bénéficient le plus finalement de l'apixaban par rapport aux AVK, avec les courbes divergent statistiquement significativement que pour finalement les fonctions rénales les plus perturbées. Je pourrais même caricaturer en disant que finalement, l'API, c'est pas tellement supérieur aux AVK si la fonction rénale est préservée, mais l'API est clairement supérieur aux AVK en termes de risque hémorragique, en tout cas, si la fonction rénale est plus dégradée. On va reprendre l'estimation des critères de fragilité. Olivier, les critères suivants notamment, et il y avait d'ailleurs une question sur la dénutrition. Quels sont les bons marqueurs? Quel bilan biologique? Qu'est-ce qui permet d'évaluer la dénutrition chez un sujet âgé?
Alors, je pense que pour les collègues qui nous regardent, c'est un point très important parce que la dénutrition, il est montré dans plein d'études que ce n'est pas forcément le point qui va vraiment intéresser les docteurs. Or, quand on va mettre quelqu'un sous anticoagulant, bien c'est quelque chose de très important. Il est démontré dans plusieurs études, et on vient d'en publier une, et on est en train de travailler sur un score hémorragique qui prend en compte la dénutrition sur le risque hémorragique des patients âgés. On a parlé tout à l'heure du Hasbled, il n'y a pas du tout la dénutrition et on va voir on va créer un score beaucoup plus gériatrique. Et effectivement, donc dans notre score des 5C, il y a la dénutrition. Hein. La définition, c'est on se base sur le poids. C'est une perte de poids de 5% en un mois ou 10% en 6 mois. Mais les gens, souvent, ils ne connaissent pas bien leur poids, ils ne savent pas très bien. Et donc, un des meilleurs moyens, c'est de doser de l'albuminémie. Et si vous avez une albumine inférieure à 35, votre patient, il est dénutri. Si c'est inférieur à 30, c'est même une dénutrition très sévère. Et donc, un patient dénutri inférieur à 35, il faut vérifier qu'il n'y ait pas une cause évidente, un cancer par exemple. Et puis surtout, il va falloir le renutrir, donner ces fameux compléments nutritionnels oraux. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même des méta-analyses qui montrent que quand on donne des compléments nutritionnels oraux aux patients âgés, on réduit la mortalité de 30%, c'est-à-dire autant qu'un médicament dans l'insuffisance cardiaque. Donc c'est vraiment quelque chose que le cardiologue doit maintenant mettre dans son bilan. Un patient sous anticoagulant, à un moment, quand je vais faire au début et que je vais lui faire son bilan, j'ai fait la fonction rénale, Vincent nous l'a bien dit, eh bien, je dois aussi faire une albuminémie. Et si c'est inférieur à 35, donner des compléments alimentaires, hein, un par jour. Vous savez, ces compléments hypercaloriques, hyperprotidiques. Oui. Alors justement, Vincent, j'ai parlé des problèmes d'hypoalbuminémie qui vont augmenter le risque hémorragique. Et une des raisons, c'est qu'on sait que les anticoagulants vont se fixer à l'albumine. Et donc, quelle est la différence de fixation? Quelle est cette fixation à l'albumine des différents anticoagulants? Alors effectivement, vous êtes tous bien conscients que les AVK peuvent être surdosés chez les sujets en hypoalbuminémie, hein, puisque la warfarine est beaucoup fixée à l'albumine. Donc dès qu'on est plus hypoalbuminémique, la fraction libre de warfarine va augmenter, donc l'efficacité AVK va augmenter. Alors finalement, pour les AOD, l'AOD qui est le plus significativement impacté, qui est le plus proche finalement de la warfarine, c'est le Rivaro. Et donc, potentiellement, en théorie, un risque là aussi de surdosage en Rivaro si vous aviez un patient qui se dénutrit rapidement. C'est sans doute moins significatif déjà avec l'API et c'est pas du tout significatif avec le DABI qui est très très peu fixé à l'albumine, le corollaire étant que du coup le DABI est éliminé par voie rénale. La diapo suivante. Alors, juste un tout petit complément de pharmacocinétique concernant le Rivaro et pourquoi finalement bah, le Rivaro obtient des résultats un petit peu inférieurs, comme on l'a vu, à la fois dans les études randomisées, puisque c'est le seul AOD qui n'est pas supérieur aux AVK, ni en termes d'efficacité, ni en termes de sécurité, dans les études randomisées, et puis dans les études de vraie vie que vous a montré Olivier, là aussi une infériorité par rapport aux autres AOD. Alors, pourquoi finalement? Alors, la fixation à l'albumine, c'est peut-être un des éléments, mais certainement pas le plus important. Donc, vous voyez, la fixation est assez importante, si bien que le Rivaro est éliminé 50% par le foie et un gros tiers par le rein. Mais il y a deux points très importants concernant le Rivaro. C'est que c'est l'AOD qui a la demi-vie la plus courte, en particulier chez les sujets jeunes. Et donc, ça a été certainement une très mauvaise idée de le développer en une seule prise par jour. C'était vraiment probablement un choix assez marketing, puisque les AVK, c'était une fois par jour, il fallait être une fois par jour pour se différencier du DABI qui était en 2 fois par jour déjà sur le marché. C'est une mauvaise idée parce qu'elle est devenue très courte et donc une grande, finalement, variation de l'activité anti-DISA sur le nictémère du fait de cette demi-vie courte. Et puis, un autre point très important en gériatrie, c'est que le Rivaro est l'AOD qui a la meilleure biodisponibilité, hein, à condition d'être donné au milieu d'un repas, avec l'alimentation. Si vous prenez le Rivaro au milieu d'un repas, 100% de biodisponibilité, c'est l'AOD qui a la meilleure biodisponibilité. Le problème, c'est qu'en gériatrie, comme l'a dit Olivier, pour assurer les prises médicamenteuses, vous avez l'infirmière qui passe dans la matinée et qui met dans le bec les médicaments quand elle passe, et pas au moment des repas. Et à ce moment-là, bah, votre Rivaro devient un placebo un peu cher parce que vous avez, vous voyez, 39% d'absorption en moins en dehors d'un repas. Donc, en clair,
ce patient est très, très nettement sous-dosé, du coup, Henri Varro, s'il prend son produit, si on le met dans le bec parce qu'il est âgé et dépendant, en dehors d'un repas. On va avancer dans le cas clinique. On est cardiologue et le cas de ce patient est très caricatural de ce que l'on voit tous les jours. On a vu qu'il avait une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qu'il avait déjà fait une décompensation cardiaque. Il est maintenant en fibrillation atriale traité par un anticoagulant oral direct. 3 mois après que vous l'ayez vu, il est hospitalisé pour une décompensation cardiaque et dans le contexte, il fait un syndrome cardio-rénal et une élévation de la créatininémie à 145 micromoles par litre, ce qui est l'équivalent de 16 mg et demi à peu près. Question que je vais poser à Vincent Hainaut. S'il était sous apixaban 5 mg 2 fois par jour, en admettant que c'est le choix qui a été fait, est-ce qu'on modifierait la dose? Diapositive suivante. Si le choix qui avait été fait chez ce patient de plus de 75 ans était le dabigatran à 110 mg x 2 par jour, est-ce que vous modifieriez la dose de ce patient et pendant combien de temps? La dose de l'anticoagulant. Vincent Hainaut. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Vous voyez que ces patients, en fait, ils ont des créatinines qui bougent beaucoup. Et là, la créate est montée à 145. Donc, vous êtes maintenant au-dessus de la fameuse barre des 133 micromoles de créatinine. Donc, votre patient sous apixaban, maintenant a deux critères, l'âge et la créate supérieure à 135. Et donc, il va falloir diminuer sa dose donc d'API, passer de 5 x 2 à 2,5 x 2. Par contre, pour le DABI, si on l'avait mis sous DABI, eh bien, il est toujours à la fourchette basse du Cockcroft, entre 30 et 50, et donc on pourra le conserver à la dose de 110 x 2. Alors c'est pour ça que finalement, vous voyez que l'apixaban, vous l'avez compris, c'est l'AOD qui a le niveau de preuve le plus important, c'est le seul qui a démontré une supériorité par rapport aux AVK, à la fois en termes d'efficacité et de sécurité d'emploi dans les études randomisées, alors que le DABI est supérieur aux AVK simplement à la dose de 150 x 2 en termes d'efficacité et simplement à la dose de 110 x 2 en termes de sécurité, mais pas à la fois en termes de sécurité et d'efficacité. Donc l'API a le meilleur niveau de preuve, mais on a un petit souci là, vous voyez, avec l'API, qui fait que si vous êtes trop près, une créate trop proche de ce fameux seuil de 133, vous pouvez avoir un malade qui va, au gré de poussées de congestion, au gré de petits surdosages en traitement diurétique, de déshydratation, de voir sa dose baisser, vous voyez, à 2,5 x 2 parce que maintenant on a deux critères. Il a plus de 80 ans et dès qu'il passe au-dessus de 133, il a son deuxième critère, il faut diminuer à 2,5 x 2. Alors que si finalement mon patient a des Cockcroft qui fluctuent entre 30, je dirais au-dessus de 30 finalement, à partir du moment où il a plus de 75 ans, sur ce seul critère, plus de 75 ans et un Cockcroft entre 30 et 50, il faut être à 110 x 2. Plus de 80 ans, quel que soit le niveau de fonction rénale, même s'il avait 60 de Cockcroft, c'est déjà 110 x 2. Vous voyez, si vous avez un sujet âgé de plus de 80 ans qui a finalement des Cockcroft qui vont fluctuer entre 30 et 90, c'est toujours 110 x 2. Et il n'y a plus d'effet seuil. Alors que pour l'API, vous avez cet effet seuil si vous êtes au-dessus ou en dessous de 133. Donc je pense qu'il peut y avoir une niche pour certains sujets âgés, fragiles, dénutris. On l'a vu que la DABI avait une très faible fixation à l'albumine, avec des Cockcroft qui fluctuent beaucoup, mais au-dessus de 30. Une niche pour le DABI 110 x 2, qui a quand même une très très bonne sécurité rapport bénéfice-risque. Par contre, bien sûr, dès que vous pouvez donner la pleine dose d'apixaban, c'est l'AOD qui a le meilleur niveau de preuve. Vincent, on est vraiment dans la pratique quotidienne, qu'elle soit hospitalière ou libérale, et je vais vous poser deux questions. La première qui est posée par un spectateur, à quelle fréquence faut-il suivre la fonction rénale? Mais on va imaginer dans ce cas-là que le patient est suivi en ville. Mais chez ce patient spécifique, admettons qu'il soit passé transitoirement avec un Cockcroft à 25. On reprend, on est avec l'apixaban à 2,5 x 2 transitoirement. Il revient à 32, 34, puis il repasse à 29, puis après il est un bon moment à 35 pendant un bon moment. Est-ce qu'on n'a pas plus de tranquillité à se dire je le laisse à 2,5 x 2 ou est-ce qu'il vaut mieux, dès qu'il est au-dessus de 30 depuis quelque temps, repasser à 5? Quelle est l'attitude à adopter? Alors, ça veut dire déjà qu'il faut suivre la fonction rénale.
Alors, à quelle fréquence? On avait cette question qui était prégnante, finalement. À quelle fréquence? On aimerait tellement avoir, comme les capteurs glycémiques, des capteurs de créatinine en continu, hein, parce que la créate, ça varie tout le temps. Alors, les règles à retenir très simples. Vous regardez les dizaines de la valeur de votre Cockcroft, hein, vous êtes à 35, donc la dizaine, c'est 3. Il faut au moins une créate tous les 3 mois. C'est le minimum, minimum, minimum. Vous avez donc un Cockcroft à 25, et ben c'est tous les 2 mois. Vous voyez, c'est une règle très simple, c'est le minimum pour doser la créatinine, c'est les dizaines de votre Cockcroft pour la fréquence de dosage de la créatinine. Et Mais en plus, Vincent, je rajouterai à chaque épisode aigu. Hein. exactement, c'est exactement ce que j'avais complété, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une instabilité, en plus de ça qui est le minimum minimum, à chaque fois que votre malade fait une poussée de congestion qui est un peu plus dyspnéique, à chaque fois qu'il fait la gastro, à chaque fois qu'il fait un peu plus chaud, qu'il est un peu fatigué, qu'il a l'hypotension artérielle orthostatique dès qu'il se lève, c'est très très important. Un sujet âgé, il fait un peu chaud, il a eu un peu de fièvre, et dès maintenant, quand il se lève, il vous dit au téléphone, quand je me lève, j'ai la tête qui tourne, il est en hypotension artérielle orthostatique, il a une déshydratation extracellulaire, il a certainement fait une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, sa fonction rénale s'est dégradée. Il faut revérifier sa créate. D'ailleurs, il faut revérifier la kaliémie aussi, parce que ces patients qui sont sous IEC, qui sont même peut-être sous anti-aldostérone, s'ils ont une fraction d'éjection altérée, ils vont faire aussi non seulement des yo-yo de créate, mais aussi de kaliémie. Et donc, tout ça, c'est très important à suivre très régulièrement. Donc, au minimum, tous les 2 à 3 mois, une créate chez ce type de patient, plus à chaque épisode aigu. Et donc là, pour maintenant répondre à ta question, François, ce patient, eh bien, effectivement, tant qu'il est en dessous de 30 de DFG, de toute façon, c'est 2,5 x 2. Tant qu'il est au-dessus de 30, mais avec une créate au-dessus de 133, c'est encore de 5 x 2. Ça ne sera à nouveau 5 x 2 que quand la créate sera en dessous de 133, indépendamment du Cockcroft, d'accord? Et ça, par contre, c'est important. Quand le malade va vraiment être, de façon stabilisée, bien sûr, en dessous de 133 de créate, il faut reprendre API 5 x 2, parce que les études sont très claires. Si vous sous-dosez l'API, et vous ne sous-dosez pas un petit peu, de 5 x 2, c'est moitié moins que 5 x 2. Alors que, par exemple, d'ABI 110 x 2, c'est pas moitié moins que 150 x 2, hein, c'est qu'un petit tiers en moins. Donc, quand vous diminuez la dose d'API, vous diminuez la dose de moitié. C'est pour ça que je pense que ces patients trop instables, s'ils sont vraiment trop instables et qui varient trop autour de 133 de créate, je préfère le DABI 110 x 2. Par contre, s'ils ont un DFG en dessous de 30, là, il n'y a plus de DABI, c'est de l'API de 5 x 2, mais il faudra reprendre API 5 x 2 comme un créate sera en dessous de 133. Je vais vous donner un petit truc que je fais quand c'est possible chez les patients très âgés comme ça qu'une fonction rénale limite. C'est que si dans le traitement antihypertenseur, on peut éviter les diurétiques, ben, ça va être mieux, notamment pour la période de l'été. S'il y a insuffisance cardiaque, fraction d'éjection altérée, qu'on est obligé de garder un diurétique, on le gardera. Mais si on peut, dans le traitement, favoriser les antihypertenseurs sans les diurétiques, on sera moins gêné par les variations de fonction rénale, notamment en été. Même dans les FREF, hein, dans les fractions d'éjection réduites, il faut minimiser les doses de diurétique de Lens pour laisser la place pour les anti-aldostérones, les IEC, le sacubitril/valsartan. Donc, il faut vraiment le minimum de diurétique de Lens. Et attention, surtout chez ces sujets âgés qui ont des insuffisances veineuses, l'objectif thérapeutique n'est pas de faire disparaître les œdèmes. Je répète, l'objectif thérapeutique n'est pas de faire disparaître les œdèmes chez un gros vieillard âgé avec une insuffisance veineuse. Ça s'appelle lyophiliser les malades, c'est de la maltraitance. Donc non, il faut savoir conserver quelques petits œdèmes et c'est la dose minimale de la Vilix pour que le malade respire bien. Merci Vincent, merci Olivier. Je pense que vous aurez compris que pour les patients que l'on prend en charge de plus en plus souvent, s'aider d'un gériatre, d'un néphrologue et d'un thérapeute sont des choses indispensables et que le cardiologue doit effectivement travailler en équipe. Ce patient doit être évalué de façon multidisciplinaire en prenant les quelques recettes qui nous ont été données pour simplifier les choses. Les messages pour la pratique, vous l'avez bien compris, chez le patient âgé, il faut évaluer la fragilité avec la règle des 5C que vous a rappelé Olivier Hanon. Chez le patient âgé et fragile, le rapport bénéfice-risque est dans la grande majorité des cas
en faveur de l'anticoagulant oral direct, et je répète, anticoagulant oral direct plutôt que les AVK. Et il faut utiliser la bonne dose d'anticoagulant oral direct et se méfier des fluctuations dans le temps de la fonction rénale. Et vous avez compris comment surveiller la fonction rénale en fonction de la dizaine qui vous est donnée par la formule de Cockcroft, tous les 3 mois après 75 ans et surtout lors d'épisodes de décompensation aiguë, de quelque type qu'elle se soit, mais dès lors qu'elle expose à une majoration de la créatininémie. Je remercie encore Vincent Hainaut et Olivier Hanon pour leur participation et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Merci à Cardio Online d'avoir fourni tout le soutien logistique et je vous souhaite une très bonne soirée et vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt sur Cardio Online.